Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser à la transmission synaptique. Ce chapitre s'insère dans le thème 1 de la représentation visuelle du monde et dans le chapitre 2 sur la chimie de la perception. You didn't see that coming? Dans cette scène d'Avengers, Hawkeye ne l'a effectivement pas vu venir, non. Le problème c'est que Quicksilver ne l'a probablement pas vu venir non plus. Ces dernières années sont apparus à l'écran de nombreux speedsters. Des deux versions de Quicksilver au Flash, ces personnages sont capables de se déplacer à des vitesses allant, selon les versions, jusqu'à la vitesse de la lumière. Si le fait d'atteindre de telles vitesses pose évidemment de nombreux problèmes qui ne seront pas tous détaillés ici, mais que vous pourrez voir dans cette vidéo en anglais, le lien est dans la description, le principal problème que ces speedsters pourraient rencontrer est que leur vitesse de perception, c'est-à-dire le temps qu'ils mettent à percevoir leur environnement, soit inférieure à leur vitesse de déplacement. En d'autres termes, cela veut dire que leur système nerveux est incapable de transmettre des informations au cerveau, et le cerveau incapable d'analyser ces informations aussi vite que la vitesse à laquelle il se déplace. La transmission de l'influx nerveux ne se fait pas de manière instantanée comme ces speedsters en auraient besoin. En effet, au cours de son trajet, l'influx nerveux est converti, et ce à plusieurs reprises, d'un signal de nature électrique à un signal chimique et inversement, ce qui limite sa vitesse. Si le système nerveux n'est pas assez rapide pour les speedsters, cela ne veut pas dire que la vitesse de transmission de l'influx nerveux est faible, au contraire. On estime en effet que le message nerveux peut progresser à des vitesses allant jusqu'à 400 km/h. Pour comparaison, la vitesse moyenne du TGV est de 320 km/h. Et c'est une grande quantité d'informations qui est transmise via ce système nerveux. En 2006, une équipe de chercheurs a estimé que la rétine humaine était capable de transmettre environ 10 millions de bits par seconde. C'est l'équivalent d'un câble Ethernet. Nous allons dans cette vidéo nous intéresser à la transmission synaptique, c'est-à-dire la traduction du message nerveux d'électrique à chimique. Pour ce faire, zoomons un peu sur l'unité de base du système nerveux, le neurone. Un neurone est constitué d'un noyau, la zone entourant ce noyau est appelée corps cellulaire ou péricaryon, caryon voulant dire noyau et péri autour. Ce corps cellulaire se prolonge en dendrite, ce que l'on appelle communément la fibre nerveuse correspond à l'axone, prolongement du neurone généralement unique, un par neurone, qui conduit le signal électrique du corps cellulaire vers la terminaison axonale. Au niveau de cette terminaison axonale se trouvent les synapses, structures auxquelles nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Ces synapses correspondent à la zone de contact entre un neurone et la dendrite d'un autre neurone, ou encore une cellule musculaire, ou bien une cellule glandulaire. Je vais ici considérer que vous savez ce qu'est un potentiel d'action et comment il se forme. Si vous avez besoin d'un rappel concernant le potentiel d'action, vous pouvez mettre en pause cette vidéo et aller chercher les informations dont vous avez besoin en allant voir la vidéo correspondante. Le lien est dans la description. Examinons maintenant la zone vers laquelle est acheminé ce potentiel d'action, la terminaison axonale. Celle-ci présente une forme ramifiée avec aux extrémités de ces ramifications la structure qui nous intéresse aujourd'hui, les synapses. Chaque neurone est séparé du suivant par un petit espace appelé la fente synaptique. Cet espace entre deux neurones, bien que minuscule, empêche le passage du message électrique d'un neurone à l'autre. Pour passer au neurone suivant, le message nerveux passe par un intermédiaire chimique que l'on appelle les neurotransmetteurs, représentés en violet sur le schéma. Ces neurotransmetteurs sont des composés chimiques qui sont libérés par des neurones appelés neurones présynaptiques et qui vont agir sur d'autres neurones, des cellules musculaires ou glandulaires. On parle alors de cellules postsynaptiques, ce qui signifie après la synapse, à l'opposé de présynaptiques qui signifie avant la synapse. Les neurotransmetteurs sont contenus dans des vésicules synaptiques au niveau de la terminaison axonale, comme observé sur cette électronographie qui représente la jonction entre deux neurones. Lorsqu'un potentiel d'action atteint la terminaison axonale, les vésicules synaptiques vont venir fusionner avec la membrane plasmique du neurone présynaptique, libérant les neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ces derniers vont voyager jusqu'à la cellule postsynaptique où ils vont venir se fixer sur des récepteurs et provoquer une réponse. Si vous pensez ne pas avoir bien compris comment s'effectue cette transmission synaptique, je vous invite à mettre en pause cette vidéo. Vous trouverez dans la description un lien vers une animation qui vous redétaillera les différentes étapes de cette transmission synaptique.
Au niveau de la synapse, on a donc passage d'un message de nature électrique, un potentiel d'action, à un message de nature chimique, ce sont les neurotransmetteurs, à un message de nature électrique, un autre potentiel d'action. On distingue deux types de neurotransmetteurs. Un neurotransmetteur au potentiel postsynaptique excitateur favorise la naissance d'un potentiel d'action dans le neurone postsynaptique. Cependant, il existe également des neurotransmetteurs au potentiel postsynaptique inhibiteur qui s'opposent à la naissance d'un potentiel d'action dans le neurone postsynaptique. Un neurone donné va recevoir des stimulations, comprenez neurotransmetteurs, de la part de plusieurs neurones simultanément. Certains de ces neurotransmetteurs vont avoir un potentiel excitateur, représenté ici par un plus, et d'autres un potentiel inhibiteur, représenté ici par un moins. Le neurone postsynaptique fait alors la somme de toutes les influences synaptiques. S'il reçoit plus de neurotransmetteurs au potentiel excitateur qu'au potentiel inhibiteur, le seuil de dépolarisation du neurone postsynaptique peut être dépassé. On a alors apparition d'un nouveau potentiel d'action dans le neurone postsynaptique et le message nerveux poursuit son chemin. Si le neurone postsynaptique reçoit plus de neurotransmetteurs au potentiel inhibiteur qu'au potentiel excitateur, le seuil de dépolarisation du neurone postsynaptique n'est pas dépassé et il n'y a pas apparition d'un nouveau potentiel d'action. La progression du message nerveux est donc stoppée. Le neurone ne se contente donc pas de transmettre l'information nerveuse, il la traite également. On parle d'intégration du signal nerveux. Au terme de cette intégration, si le seuil de dépolarisation est dépassé, le neurone transmet alors l'influx nerveux au neurone suivant et le tout à une vitesse inférieure à la milliseconde. Revenons maintenant à nos speedsters. Bien qu'extrêmement rapide, la transmission de l'influx nerveux reste trop lente pour supporter la vitesse quasi luminique de ces super-héros super rapides. Certains de ces personnages ont donc été dotés de super perception. C'est le cas de cette version de Quicksilver dans X-Men Days of Future Past, comme le montre cette scène. Son homologue d'Avengers, Age of Ultron, quant à lui, ne semble pas partager cette super capacité de perception. Même sans ces super capacités, notre système nerveux n'en reste pas moins une structure impressionnante, tant par sa complexité que par sa rapidité. En 2011, dans son article Cognitive Computing, Dharmendra et ses collaborateurs définissaient cette complexité en écrivant « Le fait qu'une cellule vivante se soit adaptée en une structure capable de recevoir et d'intégrer des données, de prendre des décisions fondées sur ces données et d'envoyer des signaux aux autres cellules en fonction du résultat de cette intégration est un exploit remarquable de l'évolution. » Certains n'hésitent d'ailleurs pas à qualifier le cerveau humain et ses 86 milliards de neurones comme la structure la plus complexe de l'univers. En suivant cette logique, vous possédez tous une des structures les plus complexes de l'univers connu en tout cas. Nous terminerons ici cette vidéo sur la synapse. La traduction de l'influx nerveux d'électrique à chimique au niveau de la synapse permet à certaines substances d'altérer le message nerveux. C'est le cas notamment des poisons. Vous trouverez d'ailleurs dans la description un lien vers une vidéo consacrée à l'action de deux poisons, la strychnine et la batrachotoxine, un poison sécrété par certaines grenouilles. Les drogues constituent un autre perturbateur de la transmission synaptique et nous nous intéresserons à leurs effets dans le chapitre suivant qui s'appelle « Les perturbations chimiques de la perception ».